Pour cette deuxième vidéo, j'ai fixé le portable, donc au moins lui ne bougera plus. Il n'y a plus que mes mains qui vont trembler, mais ça, je n'y peux rien. Voilà, je vous présente celui-là, donc parfois j'ai fait des étuis avec. D'abord, on peut constater qu'il n'est pas nécessaire de faire toujours des spatules en spirale ou en serpent, où ça marche très bien, juste comme ça, hein. Pas de souci. Donc ça, je me rappelle plus quel bois c'est. C'est un très beau bois, très dur. C'est pas un bois de mes forêts, ça, c'est un bois, je sais pas où j'ai eu ça. J'ai dû l'acheter, certainement. Au début, j'ai acheté des plaquettes. L'intercalaire est en bois de renne, ça c'est clair. Et la vis, c'est ni une Torx, ni un rivet, évidemment. Je sais plus ce que j'avais pris comme vis. On trouve des vis avec des axes filetés à l'intérieur quand même, autrement qu'en Torx. Moi, je préfère le Torx, même si c'est cher. Voilà, un premier couteau. Ensuite, tiens, bah ça, ce sont les deux qu'on peut voir dans ma vidéo Mon couteau pliant médiéval. Ça, je les montre à la fin de la vidéo, je les remarque là. Donc, c'est une spatule, comme je fais souvent, spirale. Celui-ci est riveté. Donc, on peut le dire dans sa conception assez médiévale, pour le coup. Celui-là, c'est une vis Torx. Donc, c'est une conception moderne avec un look le plus médiéval possible. Il faut prendre une vis Torx bombée. Les bois, bon, je les ai déjà dit dans la vidéo. Donc, ça, je pense que c'est du châtaignier. Alors, c'est une lame, la lame cassée comme ça. J'ai trouvé ça dans des couteaux mérovingiens qu'on retrouve en fouille, c'est-à-dire en gros du 5e au 8e siècle. Ils ont cette forme comme ça. Donc là, c'est encore une vis Torx. Là, c'est un couteau tout droit, assez long, avec un intercalaire, une pièce intercalaire en corne de buffle d'eau, de buffle asiatique. Très beau, mais cher aussi. Tous ces matériaux sont assez onéreux, les vis Torx sont aussi assez chers, etc. Et puis j'en ai quelques-uns en bois d'élan et en bois de renne que je fais venir de Finlande. Alors là, le prix du matériau plus le port, c'est une tuerie. Celui-ci, par exemple, est un couteau en bois de renne, 100% bois de renne, la pièce intercalaire aussi, vis Torx également. Pour la spatule, j'avais un peu varié, là j'avais fait une forme un peu serpentiforme. On fait ce qu'on veut avec les spatules. Voilà, celui-là est très droit aussi, avec une forme très classique de la même période, du haut Moyen-Âge qu'on retrouve à peu près partout, hein. Chez les anglo-saxons, les francs, les burgondes, les alamans, même les vikings d'ailleurs, enfin les 10 vikings, disons les peuples scandinaves. C'est une forme de lame très très classique. Le tranchant est assez droit et le dos est cassé. Donc du bois de renne. Celui-ci est en buis. Alors j'ai deux sortes de buis. J'ai un buis bien jaune, comme on s'attend à ce que soit le buis, comme sur ce couteau. Et puis j'en ai un autre qui est resté, qui a été coupé, qui est resté au sol pendant 2 ans. Donc il y a beaucoup de traces d'humidité, ça fait des veines un peu noires à l'intérieur. C'est joli aussi, mais du coup il n'a pas ce côté tout jaune qu'on attend d'habitude du buis. Donc là, comme vous voyez, c'est un rivet. C'est un assez petit couteau avec encore une spatule serpentiforme, disons. On peut en faire des tout petits. Celui-ci est fait dans un andouillé de serre, riveté également. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle un canif, quand c'est un petit pliant, peut-être. Pour la lame, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais enfin c'est comme ça. À propos du mot canif, il semblerait que ça vienne d'un vieux langage germanique où on appelle knif les couteaux pliants et que ce soit aussi à l'origine de l'anglais knife. Donc canif, knife, a priori, même origine. Celui-ci est en bois de serre. On voit ici le corps spongieux qui apparaît. C'est l'inconvénient du bois de serre par rapport au bois de renne ou au bois d'élan, c'est qu'à l'intérieur, il y a un corps spongieux assez important et qui apparaît très vite quand on travaille.
couteau fin, coupé ici, encore une vis torx, toujours la même forme de lame du haut Moyen-Âge. Une spatule qui a dû être faite à la forge parce qu'elle est faite un peu moins finement que quand je l'ai fait à la lampe à souder. Alors là, on est à peu près dans la taille maximum du couteau pliant. Ça aurait même pas dû être un couteau pliant, ça. Ça, c'est des... Je sais pas si c'est ça qu'on appelle une vis à reliure. Enfin bref, c'est fait dans un grand andouiller de serre, trouvé dans nos forêts. Forme serpentiforme encore, une très grande lame. À la limite, ça aurait mérité d'être en couteau droit. C'est vraiment le maximum pour un couteau pliant. Celui-là est la copie d'un couteau viking qui existe en droit, en fait. Moi, je l'ai fait en pliant, mais a priori, c'est un couteau droit du Xe siècle qu'on a retrouvé, qui représente un corbeau. Je ne sais pas si on voit bien, parce que le dieu Odin est entouré de 2 corbeaux, Hugin et Mugin, qui lui donnent toutes les nouvelles du monde, de tous les mondes. Et voilà, c'est un de ces corbeaux-là. Il est rifté, puisque c'était la copie, entre guillemets, copie, d'un vrai couteau médiéval. Pour le coup, je n'ai pas mis une vis torx, c'est bien arrivé là. Il faut faire authentique. Et vous voyez, au niveau de la spatule, c'est juste la largeur de la lame qui continue et qu'on découpe. Ça marche très bien aussi comme ça. Moi, j'aime bien faire des spirales, mais ça, c'est mon goût. Ça, je pense que c'est une plaquette que j'avais achetée, un jeu de plaquettes que j'ai acheté. Il me semble que c'est du bouleau de Carélie. C'est un bouleau très dur, c'est pas comparable avec notre bouleau. La Carélie, c'est un territoire très au nord, entre la Finlande et la Russie, si je m'abuse. Au milieu, j'ai dû faire une pièce intercalaire en buis, ça a l'air bien jaune. Et j'ai aussi tenté de guillocher. Alors, le guillochage, c'est ça. Ça se fait avec un jeu de lime-aiguille. C'est pas très difficile à faire, c'est bien expliqué sur le site de Coustil que je mets en lien, qui m'a appris vraiment beaucoup de choses. Le site de Gérard Heut, ça s'appelle Coustil. Et avec quelques limes-aiguilles, il faut une ronde, une section triangulaire, une demi-lune et une plate. Avec 4 limes-aiguilles, on arrive assez facilement à faire ce type de dessin. Voilà, ça peut être sympa. Joli bois en tout cas celui-là. Ensuite, j'en ai d'autres en étui. Moi, j'en avais fait encore plus que ça, mais j'en ai filé quelques-uns à des amis. Voilà, ça c'est un... Ah, voilà le buis dont je parlais tout à l'heure. On a du mal à croire que c'est le même bois que celui-là. Bah si, c'est du buis aussi. Sauf que celui-là, il est resté au sol à l'humidité pendant 2 ans au moins. Et que ça a donné des infiltrations comme ça à l'intérieur. Ça fait un effet intéressant. Mais on perd cet aspect jaune qu'on peut aimer dans le buis, justement. Donc c'est toujours la même forme de lame, du haut Moyen-Âge, très classique. Le coupant est droit et le dos toujours cassé. Et là, c'est une vis torx, comme on peut voir. La pièce intercalaire, je ne sais plus en quoi elle était. En orme, peut-être. Ça a l'air un peu marron, comme bois un peu foncé. Alors, j'enchaîne. Ah, on est bien dans l'étui. Ça, je pense que c'est du châtaignier. On en a profusion par ici. Ici, les bois, c'est 80% de châtaignier. Là, c'est un rivet, hein, visiblement, c'est rifté. Et toujours la même lame, plus ou moins cassée. Là, elle est un peu arrondie. Ça se trouve beaucoup dans les sépultures franques. Quand on fouille, on trouve beaucoup de lames, pas dans cet état, bien sûr. On trouve beaucoup de lames de cette forme. Soit un dos un peu arrondi, soit un angle plus prononcé. Là, c'est un rivet encore. Ah, je voulais vous montrer ça aussi. Là, j'ai préparé quelque chose. C'est un couteau mérovingien qu'on a trouvé à Calmont-Dolt. C'est dans l'Aveyron, je crois.
Dans les fouilles du château de Calmont-Dolt, dans les douves, on a trouvé ce petit couteau qui est daté d'aux environs de l'an 600, donc en plein milieu de la période mérovingienne, et dont j'ai tenté une copie. Alors là, bien sûr, je l'ai grossi pour qu'on voit bien les gravures qui sont dessus. Moi, je les ai fait beaucoup plus en creux, mais j'ai repris la même alternance de motifs. Je vais vous le mettre en plus petit pour qu'on puisse bien comparer. Voilà, la taille réelle du couteau de Calmont-Dolt, c'est ça. Hein. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Donc la spatule, elle est comme ça sur l'original. Je ne sais pas si c'est parce que la rouille en a mangé une partie ou si elle a toujours été comme ça. Je ne sais pas. Il y a une tête d'animal au bout. Il y a une interprétation d'une espèce de tête de poisson ou de serpent, je ne sais pas. Riveté, bien sûr, comme c'est une copie d'une pièce archéo. Je ne suis pas allé mettre une vis torx, hein, il y a des limites à la plaisanterie. Voilà, et la même lame et la même longueur. C'est un couteau qui fait 11 cm. Ce qui est bien avec les archéos, c'est que quand ils font un relevé de fouille, les dimensions sont au millimètre, quoi. C'est des scientifiques, il y a tout. L'épaisseur de la lame, la longueur du manche. Ça, c'est nickel. J'aime bien travailler sur les relevés archéo parce que c'est des gens précis. Un autre petit, encore plus petit que le précédent, qui doit être en norme, je pense. Il y a un petit nœud dans le bois, là, ça fait pas mal. Là, j'ai mis une vis torx. La spatule peut être pleine aussi, hein. On n'est pas obligé de faire des spirales, des serpents, des machins. Vous pouvez vous contenter de ça. Ça marche très bien, évidemment. Pareil, du moment qu'on peut poser le pouce dessus, c'est bon. Une toute petite lame, avec un look plus laïole. Alors, celui-ci, ça c'est du chêne. C'est du chêne avec une lame inspirée des lames gauloises. Enfin, en France, on dit gallo-romaine quand c'est après la conquête. En fait, c'est gaulois. Ouais, la spatule, là, j'y suis allé un peu fort. Enfin bon, on peut appuyer le doigt dessus, c'est l'essentiel. Voilà. Et c'est une vis torx, comme vous pouvez voir. Celui-ci, encore une spatule pleine, avec une torsade ici, ça c'est assez facile à faire à la forge. Un petit guillochage. Je crois que c'est pas le même motif que le guillochage précédent. Vis torx, et visiblement, c'est du châtaignier. C'est du châtaignier, la pièce intercalaire, je ne sais plus. Alors, vous voyez, dans ma vidéo sur la fabrication du couteau médiéval, la première vidéo que j'ai faite, je dis à un moment, quand on fait les petits trous à l'intérieur des plaquettes pour améliorer la prise de la colle époxy, je perce quantité de petits trous. Et je dis, faites attention de ne pas le faire trop près du bord extérieur, parce qu'en ponçant, ensuite, ça peut apparaître. Eh bien, vous voyez, là, par exemple, les petits trous sont apparus ici, là. Alors, soit que j'ai trop creusé pour la spatule, soit que je suis allé percer trop haut. Moi, je pense que j'ai percé un peu trop haut. Bon, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend à pas les refaire, quoi. C'est connu. J'ai tenté ça aussi, de faire un manche ouvragé comme ça. Voilà, toujours ma même forme de lame. Hein. Les spatules que je fais le plus souvent maintenant, c'est les spatules enroulées comme ça, vis torx. Bon, rien de particulier à dire. Et le dernier qui est encore dans ce... Non, c'est du chêne, j'allais dire une bêtise. C'est pas le buis qui a pris l'humidité, là non, c'est du chêne. C'est un chêne qui par chance avait quelque chose au centre de la plaquette.
avec une pièce intercalaire sans doute en chêne également. Souvent je fais tout dans le même bois, parfois j'essaye de faire une différence. Voilà, c'est une lame très nordique, c'est-à-dire le dos est complètement droit, qu'on attribue en général au couteau nordique. Spatule plus ou moins serpentiforme, un peu le bazar, mais enfin du moment qu'on peut faire ça, c'est bon. Et voyez que mes lames sont trempées parce que quand on essaye de redresser une lame trempée dans l'étau, hein, quand on est un peu ballot et qu'on se dit tiens je vais la redresser, ça donne ça.